bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On commence tout de suite par les titres. Amener les Maliens à se parler et à se pardonner, c'est l'un des objectifs de la Semaine nationale de la réconciliation annoncée dans le pays et qui se déroule jusqu'au 21 septembre. L'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, a promis de soutenir les efforts de l'Afrique pour faire face à l'impact du changement climatique. C'était jeudi à Dakar au Sénégal, lors d'un discours prononcé à la conférence africaine sur l'environnement. La nation doit surmonter les divisions politiques toxiques. Le président Joe Biden l'a réitéré lors d'un sommet à la Maison-Blanche visant à combattre la division et la violence alimentée par la haine. Il a pointé du doigt les suprématistes blancs. Ouvrons par cette actualité au Mali où 2 membres de l'ambassade de France ont été interpellés jeudi à Bamako en milieu de journée au centre-ville, tandis qu'ils prenaient des photos d'un terrain de football devant servir de point de rassemblement pour les ressortissants français en cas d'évacuation forcée, selon un diplomate français à Bamako. Ils ont été libérés vendredi matin après des échanges fructueux entre les 2 parties, a précisé cette source française. Une source diplomatique malienne a, elle, confirmé l'information, soulignant que pour des raisons de sécurité, 2 ressortissants français arrêtés et soupçonnés dans un premier temps d'espionnage ont effectivement été libérés. Les vérifications nécessaires ayant été faites, a-t-elle déclaré. Et on reste au Mali pour parler de réconciliation. Jusqu'au 21 septembre, les Maliens vont vivre au rythme de la Semaine nationale de la réconciliation, occasion de mettre en œuvre plusieurs activités culturelles, sportives et éducatives dans l'objectif d'amener les citoyens du Mali à se parler, se côtoyer et se pardonner. La semaine a été lancée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est un reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko. C'est en présence des représentants des communautés, des autorités religieuses et coutumières, des ambassadeurs accrédités au Mali que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a tendu une main fraternelle à l'endroit surtout des groupes armés signataires de l'accord pour la paix issus du processus d'Alger. Je lance un appel solennel à nos frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le temps est venu de passer à l'union sacrée pour une nation et une armée refondée, bâtie sur la volonté commune de ses filles et fils de relever les défis qui sont les nôtres. Le temps est venu de faire le sacrifice des considérations subsidiaires au bénéfice de l'intérêt supérieur de nos populations et de notre patrie commune. Pour Mohamed Ould Matali, membre de la plateforme, un regroupement qui a signé l'accord de paix, la main tendue du président sera saisie en vue de ramener la paix au Mali pour le bonheur des populations meurtries depuis 2012. Le message porté par les autorités est un message juste qui va au cœur de tous les Maliens. Et c'est le moment où les Maliens doivent se retrouver pour jamais. On doit se retrouver parce que le Mali a besoin de ses fils aujourd'hui. Dans l'intégralité de tous ses fils, sur toute l'étendue du pays et à l'extérieur du pays, les Maliens doivent être un et indivisibles. Cette semaine est lancée dans un contexte tendu entre le Mali et la Côte d'Ivoire au sujet des militaires arrêtés. Le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, a invité la CEDEAO à se tenir à l'écart du dossier alors qu'Abidjan souhaite l'intervention de l'organisation sous-régionale. Seulement 3 des 49 militaires ivoiriens ont été libérés. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Union sacrée au Mali, des pleurs en Guinée où 15 personnes sont mortes jeudi soir dans un accident de la route impliquant un minibus près de la ville de Dabola dans le centre du pays. Le minibus rempli de passagers accompagnant encore à Bissi Kirima, près de Dabola, dans le centre de la Guinée, s'est renversé, tuant 14 personnes sur le coup, a déclaré le lieutenant-colonel Idrissa Kamara, préfet de la ville voisine de Kouroussa.
Il a fait savoir que les 15 victimes sont décédées lors de leur transfert à l'hôpital. Le préfet a aussi précisé que 11 corps ont été brûlés parce qu'un bidon d'essence avait pris feu à l'intérieur du véhicule. 5 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement, a déclaré un responsable du syndicat des transporteurs de Dabola. L'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, a prononcé un discours lors de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement à Dakar, rappelant que Washington s'engage à aider le continent à s'adapter au changement climatique, mais refuse de porter la responsabilité de la crise climatique. Les précisions avec Dili Diko. John Kerry, envoyé spécial américain pour le climat, a défendu jeudi, devant des dizaines de responsables africains, l'action menée par les États-Unis contre le réchauffement climatique. Deuxième plus grand pollueur de la planète, les États-Unis soutiennent que les Occidentaux ne doivent pas assumer seuls l'effort à cause de l'histoire. Certains, malgré ce que dit la science, ne font rien, pointant du doigt d'autres et disant « c'est vous qui l'avez créé, vous devez le résoudre ». Eh bien, devinez quoi les amis? Mère Nature ne sait pas d'où viennent les émissions. Elles ne portent pas l'étiquette d'un pays ou d'un autre. Elles proviennent de tous les choix que nous faisons sur la façon dont nous déplaçons nos véhicules, dont nous chauffons nos maisons, dont nous éclairons nos entreprises. Monsieur Kerry a cependant reconnu devant les ministres africains de l'environnement à Dakar l'injustice entre la responsabilité au réchauffement climatique des pays riches et celle des pays pauvres. La crise climatique est plus aiguë en Afrique que dans d'autres régions du monde. 17 des pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde se trouvent sur ce continent. Nous devons nous adapter. Nous devons nous adapter de manière sérieuse et significative dans le monde entier et en particulier en Afrique. Alors oui, nous devons atténuer les effets du changement climatique, mais en Afrique et dans le monde entier, nous devons nous adapter à cette planète qui se dirige déjà vers un réchauffement de 1,5 degré. À quelques semaines de la conférence sur le climat COP27 prévue en novembre en Égypte, John Kerry a rappelé que 20 pays industrialisés représentent 80% des émissions et que 48 pays d'Afrique subsaharienne en représentent 0,55%. Il a également réaffirmé la nécessité pour l'Afrique d'être partie prenante à la décision et à l'action et qu'elle participe à l'adaptation aux réalités climatiques. Également dans l'actualité ce soir au Royaume-Uni, l'accès à la file d'attente pour voir le cercueil de la reine Elisabeth II à Westminster a été suspendu ce matin, au moins pendant 6 heures, a annoncé le gouvernement. Pour cause, la grande affluence. Le temps d'attente était monté de 14 à 14 heures, voire plus. Le roi Charles III poursuit, lui, sa longue série d'engagements officiels et achève à Cardiff une tournée dans les 4 nations constitutives du Royaume-Uni. Une manifestation anti-monarchie est prévue devant le château de Cardiff. Une pétition protestant contre la transmission du titre, pour certains un symbole d'oppression anglaise, au nouvel héritier du trône, William, plutôt qu'à un Gallois, a recueilli plus de 27 000 signatures. Du Kenya au Nigeria, en passant par l'Afrique du Sud et l'Ouganda, la mort de la reine Elisabeth II a provoqué une pluie de condoléances des chefs d'État africains complémentant une dirigeante extraordinaire. Mais le décès du monarque a également ravivé un débat sensible sur le passé colonial en Afrique et sur le rôle de la reine chef d'État durant la domination britannique sur plusieurs pays du continent africain. Les détails avec Ginny Niwa. À la naissance d'Élisabeth en 1926, l'Empire britannique s'étendait sur une vaste partie du monde. Au cours de son règne, qui a commencé en 1952, la plupart des pays africains parmi les 56 pays qui composent le Commonwealth ont obtenu leur indépendance, comme le Ghana, le Kenya ou le Nigeria.
Le président nigérian Muhammadu Buhari, son homologue kényan Uhuru Kenyatta, ainsi que le président sud-africain Cyril Ramaphosa ont été parmi ceux qui ont exprimé leurs condoléances pour la perte d'une icône, mais de nombreux Africains ont aussi évoqué les tragédies de l'époque coloniale pendant son règne. Il rappelle qu'elle était chef d'État lorsque la Grande-Bretagne a soutenu l'armée nigériane pendant la guerre civile du Biafra, causant la mort de plus d'1 million de personnes. Si quelqu'un s'attend à ce que j'exprime autre chose que du mépris pour le monarque qui a supervisé un gouvernement, qui a soutenu le génocide, qui a massacré et déplacé la moitié de ma famille, vous rêvez, a déclaré Uju Anya, universitaire américaine d'origine nigériane sur Twitter, déclenchant un vif débat sur les réseaux sociaux. Je tiens à condamner ce genre de commentaires, souhaiter la mort atroce d'une personne ou quelque chose comme ça. Je pense que ce n'est pas africain. Mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est aussi normal. Notamment, la personne qui a dit cela, l'universitaire qui a dit cela, a en fait expliqué qu'elle avait personnellement, sa famille, avait souffert de beaucoup d'actions indignes et dégradantes, de morts et autres des suites du colonialisme et de l'intervention de la Grande-Bretagne, des colonialistes dans les affaires africaines, en particulier au Nigeria. Sa mort survient dans une phase où les pays européens sont sous pression pour assumer leur histoire coloniale, réparer les crimes du passé et restituer les objets africains volés, conservés pendant des années dans les musées de Londres ou de Paris. Le roi Charles fera face aux attentes de beaucoup de secteurs et d'individus, comme ce leader politique du Zimbabwe qui s'exprimait avant l'accession de Charles III au trône. Nous espérons que le nouveau prince, une fois devenu roi, veillera à ce que nous obtiendrons des réparations pour tout ce qui a été volé au peuple zimbabwéen et que les statuettes de nos ancêtres, toujours exposées dans les musées britanniques, soient rendues au Zimbabwe. En Afrique du Sud, une partie de la jeunesse refuse de la célébrer. Le parti de la gauche radicale sud-africaine, les combattants pour la liberté économique, a écrit dans un communiqué « Durant ses 70 ans de règne, elle n'a jamais reconnu les atrocités que sa famille a infligées au pays que la Grande-Bretagne a envahi à travers le monde », faisant référence notamment au commerce des esclaves et au colonialisme. Ici aux États-Unis, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé vendredi à Washington sa volonté de renforcer la coopération avec les États-Unis, eux aussi très désireux de resserrer leurs liens avec l'Afrique du Sud et avec l'Afrique en général, malgré les divergences de vues sur l'Ukraine. Le président sud-africain a d'abord été accueilli par la vice-présidente Kamala Harris. La relation entre les États-Unis et l'Afrique du Sud est très importante pour de nombreuses raisons, a-t-elle dit en recevant Cyril Ramaphosa pour un petit déjeuner à sa résidence. L'objectif de cette visite est de renforcer la relation entre les deux pays, a estimé le président sud-africain devant les journalistes, exprimant aussi sa gratitude pour l'aide américaine face à la pandémie de Covid-19. Cyril Ramaphosa devait également s'entretenir avec le président Joe Biden au menu de leurs échanges selon la Maison-Blanche, la crise climatique, le commerce, les investissements. Toujours à Washington, le président Joe Biden s'insurge contre les suprématistes blancs et exhorte la nation à surmonter les divisions politiques toxiques. C'était hier jeudi lors d'un sommet à la Maison-Blanche visant à combattre la division et la violence alimentée par la haine. La chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakwasura, rapporte que les critiques de Biden soutiennent que c'est lui qui fomente la discorde. Yacouba Ouedraogo. Rassemblement des suprématistes blancs en 2017 à Charlottesville, en Virginie. Accueillant à la Maison-Blanche le United We Stand Summit, le président Joe Biden est revenu sur l'événement qui a entraîné la mort d'un contre-manifestant.
Les suprémacistes blancs n'auront pas le dernier mot et ce venin et cette violence ne peuvent pas être l'histoire de notre époque. La Maison-Blanche soutient que ce sommet rend hommage aux communautés qui ont subi des attaques motivées par la haine, y compris les fusillades de masse qui ont eu lieu dans un temple du Wisconsin en 2012, une discothèque gay en Floride en 2016, un spa asiatique en Géorgie en 2021, un supermarché texan en 2019 ciblant les hispaniques et un supermarché de New York ciblant les noirs plus tôt cette année, pour ne citer que ces exemples. Les données du FBI montrent que les crimes haineux ont augmenté ces dernières années. Plusieurs facteurs ont contribué à leur augmentation, surtout le stress lié à la pandémie et la rhétorique politique hostile. Cela a été un facteur clé au cours des 6 dernières années, où nous entendons des politiciens traditionnels dire que des choses qui correspondent parfaitement à ce que disent les suprémacistes, blancs et d'autres extrémistes. Un sondage d'économistes YouGov montre que 66% des Américains estiment que les divisions politiques dans ce pays se sont aggravées depuis début 2021. Il ajoute que 62% s'attendent à une augmentation des divisions politiques dans les années à venir. On ne résoudra pas le problème en s'attaquant uniquement aux franges extrêmes. Nous devons affronter la manière dont notre division toxique alimente cette crise pour nous tous. La violence alimentée par la haine est née dans le sol fertile d'une division toxique. Ces détracteurs affirment que Biden lui-même fomente la division alors qu'il multiplie les attaques ces dernières semaines contre les républicains appelés « Make America Great Again », de fidèles partisans de l'ancien président Donald Trump. Biden invoque leur rhétorique politique dure, les accusant de sémifascisme. Pendant ce temps, les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine se posent en contrepoids à l'influence occidentale. C'était lors d'un sommet régional réunissant plusieurs pays de l'Organisation de coopération de Shanghai. Lors de ce sommet, le président chinois a appelé les dirigeants réunis à travailler ensemble à la promotion d'un ordre international qui aille dans une direction plus juste et rationnelle. De son côté, le président russe s'est félicité du rôle croissant des nouveaux centres de pouvoir, lesquels, selon lui, deviennent de plus en plus évidents. Les deux dirigeants sont en tête d'affiche du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont les membres sont la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et 4 ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Every year, world leaders gather in New York for the annual United Nations General Assembly. Count on VOA to be there, delivering news you can trust on radio, TV, and the web. Des discours présidentiels aux entretiens en tête-à-tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau, nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent. Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais. Usikose kufuatilia habari na vipindi maalum katika lugha 16 tofauti kuhusu kongamano la viongozi moja kwa moja kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio. A free press is essential. VOA Africa. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. À Lomé, au Togo, où on les reconnaît par leur couleur jaune en référence au Yellow Cap américain. Ce sont les taxis de la start-up Lomé Taxi. L'entreprise offre des services de transport interurbain innovants à des coûts abordables grâce à un système de réservation par Internet ou par téléphone. Dans le contexte actuel des vies chères, associé à la hausse répétitive des coûts du carburant, la start-up a mis en place un système de covoiturage pour aider ses clients. C'est un reportage à Lomé d'Amen Assignon. Ce matin, Tatiana doit se rendre au centre-ville. Et pour cela, elle a recours à un service de taxi sur réservation. Pour réduire ses frais de transport, elle a choisi le covoiturage. J'ai
choisi l'option covoiturage parce que déjà le trajet me revient moins cher. Et vu que c'est sur une réservation, j'ai demandé à ce que s'il y a quelqu'un qui va dans la même zone, ils peuvent le mettre avec moi. Parce que le trajet, déjà, ça me revient moins cher. Et en plus de ça, ce n'est pas les taxis communs. Donc je peux encore accepter le covoiturage à Lomé Taxi parce que c'est un tout petit peu sécurisé aussi. Mais surtout pour l'économie que je me fais sur mon trajet au fait. Une réduction de frais qui a aussi séduit Micheline, une autre cliente qui a accepté partager la course avec Tatiana. Pour une première expérience auto, j'ai vraiment aimé. La course, ça s'est bien passé et c'est plus économique. Covoiturage, je le recommande vraiment à toute la ville parce que c'est quelque chose qui te permet de dépenser moins. Même avec de longues distances, ça te permet de ne pas trop dépenser vu l'augmentation du carburant. Ce concept de transport urbain à Lomé est développé par Aferi Johnson. La quarantaine, cet entrepreneur togolais rentré il y a quelques années des États-Unis, essaye d'apporter des solutions innovantes pour faciliter la vie de ses concitoyens. Avec sa start-up Lomé Taxi, il propose des services de taxi à des coûts abordables. Le covoiturage à Lomé Taxi est né du besoin de baisser un peu les coûts des transports pour nos clients. Face à la hausse répétitive des coûts de carburant, nous avons dû élever nos tarifs et nous avons remarqué qu'il y avait quand même une baisse d'utilisation de nos services qui est due à la cherté de la vie. Donc, en réfléchissant, nous avons trouvé une solution qui devrait permettre à nos clients de toujours utiliser nos services et d'une manière abordable. Donc, le covoiturage, c'est quoi? En fait, pour nous, c'est de passer au peigne fin toutes les réservations que nous avons et de voir quels sont les clients qui vont dans la même direction et de pouvoir leur offrir une course à 2 ou à 3 où ils se partagent le coût de la course. Sécurisé et économique, ce concept offre des avantages. Cependant, il n'est pas encore assez vulgarisé pour permettre une adhésion totale des Togolais. Ce à quoi Aferi Johnson compte remédier. Dans un pays comme le Togo où se déplacer en voiture est très coûteux, ce concept Uber à la togolaise vient faciliter la vie des habitants et surtout soulager leur portefeuille. Amel Signon pour VOA Afrique, Lomé. Merci Amen. Des photos, vous en prenez peut-être régulièrement, mais une génération avant que la Gold Coast ne devienne le Ghana, le photographe J.K. Bruce Van de Puig a ouvert un petit studio au cœur de la capitale de la colonie, Accra. Cette passion transmise a façonné depuis un siècle la vie de sa famille, devenue historien visuel du Ghana par défaut. Davantage avec Ginny Niwa. Depuis 100 ans, 3 générations de Bruce Van der Puig ont minutieusement amassé la plus grande collection au monde de photographies ghanéennes du XXe siècle dans leur studio Deo Gracias Photo Studio. Des plaques de verre aux fichiers numériques, des événements qui façonnent la nation, aux portraits personnels intimes, les archives de 50 000 images de la famille offrent un aperçu unique de la transition d'Accra d'un port colonial à une métropole moderne animée. Aujourd'hui, les archives sont conservées par Kate Tamakloe, la petite fille de Bruce. Nous avons, j'en suis sûre, plus de 50 000 photos. Vous savez, ça pourrait même être plus. Nous avons aussi beaucoup de plaques de verre. Nous avons aussi beaucoup de négatifs. Honnêtement, l'histoire qu'il raconte concerne l'époque, ces jours, les premiers jours où les esclaves ont été emmenés. Nous avons des photos des forts, nous avons des photos des politiciens, nous avons des photos des traditions. Tout cela, vraiment, il y a tellement de choses à dire, même le bâtiment.
Aujourd'hui, les visages des familles, des musiciens, des politiciens et des mécènes ornent les murs en noir et blanc, y compris ceux du leader indépendantiste Kwame Nkrumah, de la reine Elisabeth de Grande-Bretagne et du président américain en disgrâce Richard Nixon. La conservation de ce patrimoine est essentielle pour les générations à venir, exprime Daniel Tété, un historien ghanéen qui travaille bénévolement avec Deo Gracias en tant qu'archiviste. Les images parlent des langues, plus que ce qui est écrit. Et si nous ne les préservons pas, cela signifie que la nation perdra sa mémoire. Et nos enfants viendront et ils ne sauront rien. Ils ne sauront que ce qui se passe autour d'eux. Mais nous vivons dans un monde dynamique et nous devons être conscients de l'histoire, de ce qui s'est produit dans le passé. Alors, on appréciera le présent et on pourra prédire l'avenir. Tama-Chloé a repris Deo Gracias lorsque son père Isaac, un photographe de longue date qui a hérité du studio de son père, a commencé à perdre la vue. Ce qui a commencé comme une mission de numérisation des archives est devenu depuis un travail à plein temps qu'elle espère transmettre à la prochaine génération. Une belle œuvre donc. Des photos au cinéma, faisons le pas pour parler de Viola Davis qui a présenté son nouveau film The Woman King pour sa première mondiale au Festival international du film de Toronto. C'était le 9 septembre dernier. Elle y joue le rôle d'une guerrière africaine nommée Naniska, accompagnée des actrices Tousso Mbedou, Lashana Lunch et Sheila Hatim, ses compagnes d'armes. De quoi est-il question? Élément de réponse avec Dini Diko. S'inspirant de l'histoire réelle des Agojis, des femmes guerrières qui ont défendu le royaume ouest-africain du Dahomey, actuel Bénin, des années 1600 jusqu'à la fin du 19e siècle, The Woman King est un film d'action qui met le pouvoir féminin au premier plan à un moment où les droits des femmes sont en péril. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle de projection, Viola Davis a pris la parole sur le tapis rouge. Ce rôle me va très bien. J'ai l'impression qu'il a amélioré ma vie. C'est comme si je faisais une révélation. C'est comme si c'était ma fête, mon bal de débutante. J'ai toujours su que j'étais Naniska. En tant que femme, nous pouvons puiser dans notre esprit guerrier. Nous pouvons changer le narratif parce que nous avons en nous la capacité de le faire. Notre épée est ici. La réalisatrice Gina Prince Byfood a partagé sa fierté d'avoir pu raconter une histoire vraie avec le casting qu'elle a choisi. Ce film, c'est vraiment tout. C'est une histoire qui n'a jamais été racontée. C'est un film que nous n'avons jamais vu auparavant. Avant toute chose, nous voulions faire un film génial que les gens pourraient apprécier. Mais vous regardez l'écran, vous voyez des personnages et des femmes qui ne sont pas normalement représentées dans cette position. C'était vraiment important pour les acteurs de pouvoir incarner des personnages qu'ils n'avaient pas joués avant. Les choses se sont faites de manière rassurante, joyeuse et amusante. L'actrice Adrienne Warren a qualifié l'expérience d'exténuante et intense. Elle a expliqué que certaines actrices devaient aller à la gym 6 fois par semaine, comme une équipe de football, et qu'elle a aimé par-dessus tout la façon dont le film dépeint et honore ces femmes. C'était extrêmement puissant. C'est la raison pour laquelle je voulais faire partie de ce film, car très rarement vous avez un groupe comme ça, un ensemble qui représente l'excellence noire dans un film, en particulier les femmes à la peau foncée représentées de cette façon. C'est extrêmement puissant. Chaque jour était une expérience puissante. Alors que certaines avaient la tâche vigoureuse de jouer des guerrières, d'autres acteurs comme Hero Fiennes Stephen, qui interprète le rôle d'un colon appelé Santo Ferreira, ont eu la vie plus facile et ont pu profiter des paysages de l'Afrique du Sud, lieu de tournage du film. J'ai eu tellement de chance d'avoir autant de temps libre et les seules fois où je n'étais pas en randonnée ou en safari et que je ne tournais pas, j'étais derrière les filles avec un balai essayant de copier leurs gestes d'arts martiaux et tous les combats parce que j'étais un peu jaloux de cet aspect-là. Mais bon, tous les processus étaient si amusants, j'ai adoré en faire partie. Le film The Woman King sort en salle ce vendredi 16 septembre.
Bon cinéma et bon week-end de la part de Lionel Gaïma.